Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous partons une nouvelle fois en Australie à la rencontre d'Élodie et sa famille. Alors Élodie et son mari avaient devant eux un avenir tout tracé, des super jobs en Europe, et puis d'une opportunité en entraînant une autre, les voilà aujourd'hui en train de parcourir l'Australie en caravane vintage. Alors comment ils en sont arrivés là? Le Covid aidant la prise de conscience, Élodie nous partage en toute honnêteté leur parcours de vie, une histoire vraiment incroyable et surtout très inspirante, mais je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Élodie, merci beaucoup de t'être proposée à venir sur le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, c'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir accueillie. C'est toujours un plaisir de parler et de partager nos aventures. Bah oui, surtout que là, c'est une aventure pas comme les autres. Je pense que je vais raccrocher avec cette nouvel épisode, ce podcast, et je vais être complètement dans les nuages. Tu vas nous raconter des choses de folie. J'espère que je vais donner envie à certains. Élodie, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et présenter ta famille? Oui, avec plaisir. Alors moi, c'est Élodie, j'ai 35 ans. Je suis expatriée en Australie depuis 10 ans. On est arrivé avec mon conjoint, qui est devenu mon mari depuis, il y a 10 ans à Brisbane, donc sur la côte est de l'Australie. On avait fait ce grand déménagement entre Paris et Brisbane, donc c'était déjà énorme dans notre vie de venir s'installer ici avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire obtenir les visas, obtenir un travail et puis la possibilité de rester ici. Donc entre-temps, on est devenu ce qu'on appelle résident permanent puis citoyen australien. Ces dernières années, on a eu 2 garçons, donc on a Adam qui a 9 ans et Simon qui a 6 ans. Et puis, on est entrepreneur depuis 5 ans sur Brisbane, enfin sur l'Australie. Et puis l'année dernière, avec Covid, on a eu un grand chamboulement dans notre vie, comme beaucoup, parce qu'après 5 ans d'entrepreneuriat à travailler comme des fous, Covid nous a arrêtés du jour au lendemain dans notre élan. Et puis, dans cet élan de se retrouver en lockdown, enfin en confinement à la maison avec les enfants, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment cette vie qu'on mène depuis 10 ans? Alors évidemment, oui, il y avait beaucoup de pour. Et puis, en fait, le contre, c'est qu'on avait envie de plus de liberté et d'une vie un peu plus nomade et plus libre. Donc voilà comment a changé notre vie il y a bientôt 1 an. Ça, c'était fou. J'avais suivi justement ta vidéo sur Instagram où du coup tu disais au revoir à ta grande maison et tu montrais la caravane dans laquelle vous allez vivre. Ça m'avait pas mal marqué cette vidéo et du coup tu vois comme quoi quelques temps après tu m'avais recontacté, donc c'est un chouette hasard. Si on repart 10 ans en arrière, déjà pourquoi vous aviez fait le choix de tout quitter votre vie en France pour partir en Australie? Je crois qu'au fond de nous, on a toujours eu un petit peu cette folie de faire les choses différemment, se lancer des défis, et puis on avait déjà ensemble envie d'une vie extraordinaire, donc de faire les choses oui, différemment. Il y a 10 ans, on était menés à deux belles carrières parce que Guillaume était responsable commercial d'une boîte américaine avec un siège en France, et donc il était parti pour devenir directeur Europe. Il était responsable Europe et il était prêt à devenir directeur Europe dans les mois à venir. Et moi, j'avais mon entreprise depuis plusieurs années à Paris, une agence de communication. Et puis, l'idée de faire un enfant, et puis l'idée de vouloir autre chose. Est-ce qu'on voulait un enfant à Paris? Non. Alors, on va essayer de déménager. Puis, on a essayé de déménager à Prague. Ça a été annulé à la dernière seconde par le travail de Guillaume. On a déménagé à Bruxelles. Et puis, on avait envie de souffler. Donc, on est venu en vacances en Australie. Voilà. On est venu en vacances en Australie où moi, j'étais déjà venue 3 ans avant. On est juste venu pour 1 mois. Et puis, un mois qui a changé, l'Australie avait déjà changé ma vie à moi quelques années avant, mais j'étais venue juste quelques mois. Et là, Guillaume, en 1 mois de temps, on est rentré à Paris. Il voulait plus retourner dans sa vie, il voulait plus son travail. Et ici, pendant le mois de vacances, il a eu une super opportunité de travail, de visa. Donc, en fait, on est rentré en France pour tout vendre. On est rentré à Bruxelles
pour tout vendre, tout se débarrasser pour 6 mois après arriver en Australie, moi enceinte, ce qui devait être juste un projet de quelques années pour on verra, finalement est devenu notre projet de vie. Mais c'est fou, quoi. Il vient pendant un mois et il trouve une opportunité professionnelle. Mais ça n'arrive jamais en France. En tout cas, en Europe, je sais pas, mais en France, c'est hyper rare. On s'est toujours dit qu'on avait une bonne étoile au-dessus de nous, mais aussi, y a pas, on laisse pas trop la chance au hasard ou le hasard à la chance. C'est que pendant un mois, enfin pas pendant un mois, mais pendant plusieurs semaines pendant les vacances, il a fait des pieds et des mains pour rencontrer des contacts qu'il connaissait par le biais du travail et tout ça. Et puis au final, il a retrouvé un vieux copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, qui était venu en Australie pour un stage et qui était resté en Australie. Et on avait juste été boire une bière chez lui et son vieux copain, en quelques heures, lui a dit « Mais en fait, j'ai mon boss qui cherche un commercial francophone qui parle français pour s'occuper des îles du Pacifique dans ma boîte. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc voilà, c'est parti de là au autour d'une bière, un patron qui cherchait un Français, en tout cas quelqu'un qui parlait français. Guillaume a passé l'entretien, il a eu le job et puis tout ce qui en a déroulé, c'est tout ce qui s'est écoulé après. Hmm. Ouais, donc vous n'avez pas hésité une seule seconde, vous avez tout quitté pour partir. Vous vous êtes dit, on fonce. Je pense, Vous n'êtes pas posé trop de questions en fait. non, je pense qu'on a dû hésiter peut-être quelques heures ou quelques jours, juste le temps de. Ça a duré toutes nos vacances en fait, pendant les vacances, de peser le pour, le contre, de faire des listes. Mais on avait vraiment cette envie de sauter sur l'opportunité. On avait vraiment conscience que c'était une opportunité en or qui se représenterait pas. Et puis on avait envie d'essayer de toute manière à l'âge qu'on avait. Il y avait qu'à Hmm. essayer et puis voir plus tard comment ça allait se passer. On n'a pas trop réfléchi et la vérité, c'est qu'on a bien fait de pas trop réfléchir parce que c'était pas si simple de venir en Australie et de s'expatrier. Et ça, on l'a su quelques mois, quelques années plus tard, tout ce que ça a engendré. Donc, c'était très bien de pas réfléchir. Des fois, faut foncer. Hein. Ouais, faut plutôt regarder le projet avec des paillettes plutôt que de voir toutes les contraintes que ça engendre à côté, quoi. On n'a jamais eu peur de sortir de notre zone de confort et je pense que ça a toujours été quelque chose de très fort dans nos vies personnelles avant qu'on soit ensemble. Et c'est quelque chose qui s'est encore amplifié en étant tous les deux. C'est qu'il y a rien qui nous arrête et quand on a envie de quelque chose, on fonce. Et même s'il faut mettre de côté certains acquis, c'est pas grave. Alors du coup, vous arrivez en Australie, donc lui, job en poche. Toi, du coup, tu avais arrêté ton job, tu avais fermé ton entreprise ou tu l'as continué à distance? Comment tu as géré? Je l'ai continué pendant une petite année, juste le temps de finir les contrats en cours. Donc pendant une petite année, avec le décalage horaire, je faisais les choses à distance avec une équipe en France qui prenait le relais. Et j'ai tout arrêté un an après quand je suis rentrée en France pour la première fois. C'était l'occasion de tout arrêter. D'accord. Et Le donc du coup, business. comment vous êtes devenu entrepreneur en local? Alors comment ça s'est passé là-bas, votre arrivée et du coup de nouveau ce changement d'activité parce qu'entreprendre à l'étranger, on sait que c'est aussi une autre aventure. Pourquoi vous êtes passé entrepreneur en tout cas en Australie? Alors moi, j'ai toujours été entrepreneur depuis. J'ai dû faire après, mais à la fin de mes études, à la fin de mon master, j'ai dû faire 2 ans en entreprise et après j'ai créé ma première entreprise d'agence de communication en Bourgogne et à Paris. Donc en fait, j'ai toujours été entrepreneur. Donc j'avais ce truc en moi. Guillaume, lui, était employé depuis toujours, employé ici en Australie, avec des conditions d'emploi assez particulières parce que cet emploi nous avait donné l'accès à un visa de travail qui nous a ouvert au bout de 2 ans sur une résidence permanente. Et après, tu as 2 ans de ce qu'on appelle de bridging visa. Donc c'est un visa temporaire avant d'acquérir la résidence permanente de manière permanente. Donc, de toute façon, Guillaume devait ses quelques années de travail à cet employeur. Et, ce boulot qu'il a eu, et on crachera jamais dessus parce que c'est ce qui nous a donné l'opportunité de venir ici. C'est juste que c'était pas Guillaume a vite déchanté, c'était pas le boulot
dont il rêvait. Il avait quitté un super poste en France pour se retrouver dans un poste moindre ici, et au final un boulot qui l'a beaucoup moins excité au fur et à mesure des mois. Il a essayé, il avait un patron qui lui faisait confiance et qui lui a laissé faire des choses. Donc Guillaume a tenté plusieurs trucs pour atteindre, enfin, pour accéder à des nouveaux marchés. Et il a comme ça eu l'opportunité au sein de son entreprise de travailler dans le pneu, donc dans le pneumatique, les pneus de voitures et de camions. Mais son travail en tant qu'employé ne lui a jamais donné satisfaction. Et puis au bout de 4 ans et demi qu'on était là, je voyais Guillaume qui était pas heureux. Enfin, on était dans une situation compliquée. On avait un salaire qui était moindre. Guillaume avait pas un gros salaire. Moi, je travaillais pas, donc on vivait sur un seul salaire. Les fins de mois, les fins de semaine, parce qu'ici t'es payé à la semaine, les fins de semaine étaient difficiles. Et puis, Guillaume, il s'amusait pas du tout dans son boulot. On venait d'avoir notre deuxième enfant. Et puis je me souviens d'un Noël où on était censé partir en France, et à la dernière minute, son patron lui a annulé ses vacances parce que ça lui convenait pas à lui. Et donc du coup, on n'a pas pu partir en France pour Noël 2015. Et je me souviens de dire à Guillaume pendant les quelques jours de vacances qu'il a eu quand même ici, de lui dire: mais t'es pas heureux, faut que tu changes, soit il faut que tu changes d'emploi, ou faut que le business qui te plaît, que tu as créé depuis quelques mois au sein de ton entreprise, il faut que tu trouves un moyen de l'embarquer et de le faire à ton compte. Donc voilà, c'était la déprime où il fallait que quelque chose change, et c'est comme ça qu'il a pris la décision finalement de quitter son job et puis de se lancer à son compte pour la première fois de sa vie dans cette industrie du pneu. Et puis c'était la meilleure chose, qu'il pouvait faire. Et puis ça a été le début d'une nouvelle vie pour nous, parce que une nouvelle liberté. Au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a pu travailler tous les deux sur le business, se dégager 2 salaires beaucoup plus importants que ce qu'on n'avait jamais gagné ici en Australie. Donc voilà, c'est un enchaînement d'événements, un enchaînement d'opportunités qui nous fait arriver à cette prise de décision qui change notre vie fin 2015. Du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Comment toi t'as géré cette arrivée, cette période où tu vois ton mari, il est pas bien, il est pas épanoui. Par contre, vous êtes dans un cadre qui est incroyable. Comment tu gères ça en fait Alors les gens qui nous connaissent, je pense qu'ils diront de nous que l'adjectif qui va nous décrire le plus, c'est le côté positif. On a ce truc en nous où on est toujours positif, on voit toujours le verre à moitié plein, ce qui nous permet toujours d'avancer au quotidien. Et je pense qu'on s'est fait aveugler par cette magie de l'expatriation les premiers mois. Après, il y a eu l'arrivée du bébé. Il y a eu une période assez difficile avant de rencontrer du monde et de se faire un nouveau cercle d'amis, de confiance. Ça a mis 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir des vrais amis ici. Je pense qu'on a profité dès qu'on pouvait. On faisait 1 heure de voiture, on était sur des plages paradisiaques, on partait en week-end, c'était toujours paradisiaque. Donc ça a joué énormément dans la balance. Et voilà, on a essayé de garder la tête haute pendant les premières années, mais avec des périodes très difficiles, avec des périodes on s'est posé la question au bout de 3 ans, 4 ans qu'on était là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On a quitté 2 avenirs flamboyants à Paris ou à Bruxelles. On se retrouve ici en Australie avec un retour en arrière professionnel de plusieurs années, avec un salaire divisé par 3, avec des fins de semaine hyper difficiles. Mais je crois qu'au fond de nous, on n'avait pas envie de lâcher. On savait que c'était ici qu'on voulait faire notre vie. Nos enfants étant nés ici, eux, ils ont beau être bilingues aujourd'hui, si tu leur demandes s'ils sont français ou australiens, ils répondent australien en premier. Donc pour eux, on ne voulait pas lâcher. Et c'est pour ça que à cette période de Noël là, de 2015, la discussion qu'on a eue avec Guillaume, c'était OK, ça va pas, c'est terrible, c'est dur, on est mal dans notre peau actuellement, mais personne va faire quoi que ce soit pour nous. Donc c'est à nous de nous prendre en main et de décider ce qu'on veut, ou sinon on se tait et on prend un avion puis on rentre chez papa et maman en France. Ça, c'était inconcevable dans notre esprit. Voilà.
c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et une fois de plus, hein, on n'a pas réfléchi, il fallait mieux pas. Parce que je crois que quand on s'est lancé entrepreneur, donc du coup tous les deux à notre compte du jour au lendemain, on devait avoir à peu près $1 800 d'économie, donc rien, $1 800 d'économie, et tout était compté au jour le jour en disant faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche, et ça a marché. Donc c'est cool. Mais du coup, alors, au bout de combien de temps, tu as dit que vous avez réussi à dégager un salaire Très rapidement. On a eu une première année flamboyante. On a eu une première année exceptionnelle. Donc, en quelques mois, le temps que la machine se mette en route, Guillaume avait déjà son réseau de clients et de fournisseurs. Donc, il est arrivé avec ce réseau-là. Le temps que ça se mette en route et que le cash tombe, je dirais qu'au bout de 3 mois, la machine était lancée. Et au bout de 3 mois, on sortait la tête de l'eau et on vivait une vie professionnelle et financière qu'on n'avait jamais vécue avant. Ouais, donc là, ça fait du bien ça fait du bien de voir que en fait, vous avez réussi, votre projet a abouti et que vous avez réussi à maintenir le cap, quoi. Je pense que psychologiquement, au-delà de l'argent, C'est sûr. ça doit être quand même une sacrée satisfaction personnelle. Ouais, c'est sûr. C'était une sacrée revanche et on a toujours l'impression que notre vie marche en cycle. Et voilà, chaque 5 ans, faut relancer la machine. Et c'était à peu près dans cette période-là dans laquelle on était. Et on a vraiment ressenti le avant et après. Voilà, on a les 5 premières années, c'est l'installation en Australie et le fait qu'on devienne australien, cap passeport et voilà. Et puis au bout de 5 ans à 10 ans, ça a été le boom entrepreneurial. Et puis voilà, et puis là ça fait 10 ans et puis finalement on plaque tout. Donc Ouais, vous passez à autre chose. Alors parlons-en. Tout se passe bien, l'entreprise se passe bien, vous vivez dans une super maison. Et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là pendant ce Covid? pendant 5 ans, on a bossé comme des fous. On avait beau on était devenus entrepreneurs pour la liberté de faire les horaires qu'on voulait, travailler comme on voulait avec les enfants et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à maintenir, mais c'est inévitable en tant qu'entrepreneur de se faire ensevelir dans ce truc de il faut travailler plus, toujours plus, toujours plus. Et puis en plus, entre-temps, en 5 ans, on a lancé 4 entreprises, 2 qui n'ont pas fonctionné, et deux qui ont explosé. Et donc en 2017, on a lancé une deuxième entreprise qui a fonctionné, une start-up. On a eu des investisseurs ici en local. On est passé par un hub, on est passé par un incubateur de 6 mois pour lancer la start-up, ce qui nous a propulsé très haut. Et on est rentré dans ce truc, du coup, travailler plus, toujours tous les deux, avoir monté une équipe, gagner toujours plus d'argent. Et voilà, et sans s'en rendre compte, en fait, on est partis tous les deux tête baissée dans ce truc-là parce que on avait envie de gouverner le monde. On nous a fait croire avec les investisseurs et tout qu'on pouvait monter très très haut et puis d'un seul coup on pouvait régner sur notre industrie. Et c'était magique. Ça a été 5 années de folie. On est parti à San Francisco plusieurs fois. On a gagné un award. On a eu énormément de presse en local et en national. C'était magique. Et en fait, on a fini 2018-2019 sur les rotules en se disant mais est-ce que c'est ça qu'on veut? On voit de moins en moins nos enfants. Les enfants passent de plus en plus de temps au service de garderie avant l'école et après l'école. Enfin, on parlait que travail. Et déjà en 2019, on a commencé à ralentir un peu le rythme et puis à se poser des questions. Donc, on travaille dans l'industrie du pneu. Et en 2019, on est devenu un peu plus écologique. Et là, on s'est dit, ouais, le pneu, l'écologie, ça va pas. Donc, 2019, on a restructuré l'entreprise pour la rendre plus humaine, plus sociale, redistribuer les profits à des associations caritatives. On a travaillé main dans la main avec le gouvernement australien pour améliorer le recyclage des pneus en Australie. Donc 2019, on avait déjà pris ce tournant et ça marchait toujours bien. Et puis jusqu'à arriver en début 2020 où je pense qu'on était au top du top. Et puis Covid. Et Covid, c'est-à-dire que on a une entreprise en international et une entreprise juste sur l'Australie. Et en 24 heures, l'entreprise internationale, notre marché chinois a fermé.
Et puis la semaine d'après, les marchés américains ont fermé. Et puis après, on a perdu l'Europe. Et puis on a tout perdu comme ça. Et puis un mois après, mois de mars, on a le marché australien qui s'est complètement fermé. Donc là, on s'est retrouvé en avril 2020, 10 semaines de confinement ici en Australie, à avoir plus de business, à avoir rien qui tourne. Et puis, on avait beau prendre le truc de manière positive, ça fait mal quand même de se dire 5 ans de vie, 5 ans à travailler comme des fous pour qu'au final, une crise sanitaire internationale te fasse fermer les portes de tous les marchés, mais comme ça, presque en une nuit. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal et dire c'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment être dépendant. On est vraiment dépendant de l'économie qui nous entoure. Et donc, on n'avait pas le choix. De toute façon, les deux entreprises étaient à zéro pendant plusieurs semaines. Donc, on a décidé de profiter de notre confinement à la maison avec les enfants. Et on a adoré. On a vraiment, on a adoré ça. Et on s'est posé la question au bout de quelques semaines de dire, en fait, c'était ça notre vie à la base. On devenait entrepreneur, c'était comme ça pour passer plus de temps avec les enfants, mais on a perdu ça. Et après 10 semaines de confinement, à reprendre du temps pour nous, à reprendre du temps pour le sport, à dû prendre du temps avec les enfants, se rendre compte que notre grand, qui était un anxieux comme pas possible depuis des années à l'école, mais alors là, 10 semaines à la maison, à faire l'école à la maison, il avait retrouvé le sourire, et puis il avait retrouvé cette innocence que tu es censé avoir à 9 ans, à 8 ans à l'époque. Le petit qui avait un peu du mal avec l'apprentissage, c'était sa première année, donc l'équivalent du CP. Dans quelques semaines, on s'est aperçu que s'asseoir avec lui et être en direct avec lui, juste papa ou maman avec lui, il apprenait plus facilement. Bref, en 10 semaines, on s'est dit qu'on ne veut pas retourner dans notre vie d'avant et gouverner le monde, enfin devenir les rois du pétrole demain, en fait, ça nous intéresse plus. Ça sert à quoi d'avoir autant d'argent si tu te retrouves du jour au lendemain confiné dans une maison? Ta maison a beau être grande, et on se sentait chanceux et privilégié d'être confiné dans une grande maison par rapport à certains qui étaient en appartement parisien. Mais à côté de ça, voilà, on s'est rendu compte que tout ça, c'était peanuts, enfin, c'était rien du tout par rapport à ce que la vie devait être réellement, c'est-à-dire la famille, et puis un retour au basique qui était essentiel. Est-ce que, est-ce que tu penses que durant ces 5 ans de travail acharné, est-ce que tu penses que tu as raté des choses dans ta vie perso-familiale? Je dirais que oui. Je dirais que heureusement c'était que 5 ans, donc c'est rattrapable. Mais je dirais que oui, les, j'ai loupé. Et encore une fois, j'étais une privilégiée, hein, parce que si j'avais envie de quitter le travail à 2 heures ou à 3 heures, je pouvais le faire et retourner avec les enfants. Mais je pense que j'ai manqué du temps avec mon grand. Avec les années de différence, j'ai passé plus de temps de qualité avec le petit qu'avec le grand. J'ai été beaucoup trop stressée à une période, beaucoup trop stressée et anxieuse, une période de ma vie, et j'ai trop ramené ça à la maison. Et j'ai trop reproché aux enfants d'être stressés et anxieux, de rien écouter. Et je me suis rendu compte, longtemps après, que en fait, les enfants c'est que des éponges, et c'est pas à eux qu'il faut demander de changer. C'est à toi en tant que parent de changer, de leur montrer l'exemple. Et si on va bien, les enfants vont bien. Ça, on s'en est rendu compte pendant le confinement. On allait très bien et toute la famille allait bien. Euh, ouais, principalement avec les enfants. Pas trop dans ma vie de couple et tout ça, parce que vu qu'on a créé les choses ensemble, on était tout le temps ensemble. Et ça, on a toujours adoré ça. Donc, on a vraiment le sentiment d'avoir profité tous les deux. Mais plus dans ma relation avec les enfants et dans ce que j'avais, dans ce que je leur, dans ce que je leur montrais comme exemple. Finalement, demain, si j'avais à choisir, j'aimerais bien que mes enfants soient entrepreneurs dans le côté où ils peuvent se débrouiller tout seuls et créer les choses d'eux-mêmes, mais j'aimerais pas qu'ils tombent dans ce stress et dans cette quête de l'argent qui se termine jamais, en fait. J'en veux toujours plus. Oui, c'est ça, c'est que c'est un engrenage travail-argent qui n'en finit pas et c'est dur de trouver la limite parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, on est quand même vraiment sur la sellette. Et le fait de dire bah, je veux gagner de l'argent parce que je veux assurer mes arrières, comme là, tout s'est arrêté du jour au lendemain, tu te dis mais heureusement que j'ai mis de l'argent, enfin heureusement que j'ai gagné de l'argent à un moment donné et qu'aujourd'hui je peux vivre sur mon matelas, on va dire. Mm. Chose que en tant que salarié, ben, si ça s'arrête du jour au lendemain, tu as toujours une aide, du chômage ou
Et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas ça. Et je pense que ça nous met quand même un stress supplémentaire, quoi qu'il arrive, hein. Bah là, la période de Covid, on s'est vraiment posé la question. On a été quasiment 4 mois sans revenu, mars, avril, mai, juin, et, et on s'est posé la question de mais si ça redémarre pas, si ça redémarre pas, enfin, on n'a pas des économies qui vont durer des années. Si ça redémarre pas, on fait quoi? Faut qu'on trouve un boulot, faut qu'on tourne en tant qu'employé, alors que on prônait depuis 5 ans que jamais de l'avion sera employé encore. Enfin, on a eu la chance qu'à partir de juillet, ça redémarrait, août, ça a redémarré, et et le business a redémarré depuis août, septembre, mais on n'est pas retourné on n'a pas réatteint là où on était l'année dernière, mais, mais bon, on a la chance que ça a redémarré. Donc du coup, vous êtes dans cette phase de réflexion, fin du confinement. Donc vous décidez de tout arrêter, de revoir votre mode de vie. Mais bon, le choix était assez radical, quoi. Vous auriez pu repartir dans une maison plus petite. Alors, c'était le plan au début, hein. En fait, le plan caravane est arrivé un petit peu à la dernière minute mais le plan d'après confinement a commencé par, il y a un an, ça va faire un an dimanche, pour la fête des mères l'année dernière, on a acheté une caravane. On a acheté une caravane parce que ça faisait un an qu'on cherchait un van pour partir en week-end et en vacances. On ne trouvait pas un van et on est parti dans une recherche de caravane. On est tombé sur cette vieille caravane vintage de 1986 et on l'a achetée pour la fête des mères. À la base, on a acheté cette caravane pour la rénover, juste pour les week-ends et les vacances. Donc ça c'est comme ça que le projet a commencé sur le côté. Après, on s'est posé la question de ce qu'on veut. J'ai dit à Guillaume, après le confinement, donc on avait une maison de 300 mètres carrés avec 5 chambres, avec un salon télé. Et puis, dans les 5 chambres, il y avait une salle de jeu pour les enfants. Et au bout de 10 semaines de confinement, j'ai dit à Guillaume, cette maison, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a une chambre d'amis qu'on n'utilise pas. Les enfants dorment ensemble dans la même chambre. La salle de jeu, ils l'utilisent jamais parce qu'ils sont tout le temps dehors. Le salon télé, on regarde pas la télé, et donc salon télé, on l'utilise pas. On avait un bureau qui avait accueilli l'année ou 2 ans avant jusqu'à 5 ou 6 employés. Voilà, on n'était plus que tous les deux. Donc bref, c'était démesuré. Donc on est parti dans cette idée, on veut quitter cette maison et on veut une maison plus petite. On veut une maison off-grid, donc une maison avec une maison durable, une maison qui s'auto-suffit, avec un terrain suffisamment grand pour avoir des animaux, parce qu'on avait un cheval et un poney, et les poules, donc pour déménager avec les animaux et avoir plus d'animaux, avoir un potager et avoir une maison complètement écologique. Donc ça, c'était le plan. Et puis, on était sur le point d'acheter une maison en octobre et notre déménagement était prévu pour le 11 novembre. Et en fait, 2 ou 3 semaines avant notre déménagement, donc on partait dans cette nouvelle vie d'une petite maison de 80 mètres carrés, complètement écologique, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie et tout ça. Et en fait, la vente a été annulée parce que le vendeur a décidé de plus vendre. Et donc, on s'est retrouvés en disant, oh mince. Donc, on a tout organisé pour déménager le 11 novembre, mais cette maison, du coup, on va pas pouvoir aller dans cette maison, mais le déménagement est quand même prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a commencé à dire, c'est pas grave, on a cette caravane, on s'organise en fonction et on part avec la caravane pendant quelques semaines. Ça va nous permettre de voyager, de prendre des vacances et on peut, du coup, vadrouiller autour de la région dans laquelle on cherchait un terrain à acheter pour acheter le terrain de nos rêves. Et puis en fait, je crois que quand on est parti en 3 semaines de temps, le temps qu'on organise le déménagement, puis qu'on commence à tout vendre, à tout donner, parce que du coup, fallait vider énormément de ce qu'il y avait dans cette maison. On a mis des meubles et des affaires personnelles en garde-meubles. Et je crois que l'idée est arrivée dans notre tête progressivement en disant pourquoi on part que 2 ou 3 semaines en caravane? Pourquoi est-ce qu'on cherche encore à rentrer dans ce système d'acheter un terrain, de se mettre un crédit pendant 20, 25 ou 30 ans sur le dos? Pourquoi? Et là, on s'est dit, OK, on sait plus ce qu'on veut. On a besoin de reset, on a besoin de réfléchir à tout ça. Si on veut
un retour à la basique. Si on veut une vie simple, pourquoi on se contente pas de ces 10 mètres carrés de caravane et qu'on part sur les routes de l'Australie? De toute façon, les frontières internationales sont fermées, on peut pas voyager. Ben voilà, pourquoi on part pas en famille et puis on part voyager. Donc c'est comme ça que l'idée a mis 2 ou 3 semaines à se faire dans notre tête et que le 11 novembre, une fois qu'on avait fermé la maison et qu'on avait fermé le garde-meuble, on a dit go, on part avec la. Ouais, donc ça a été beaucoup moins radical que les autres décisions finalement. Bah ouais, c'était juste, c'est, tout le monde s'attendait à ce qu'on déménage sur un nouveau terrain au mois d'octobre-novembre, mais en fait, en 2 semaines de temps, on leur a dit, ah bah non, en fait, on n'achète plus de maison, la caravane, oui, mais la caravane, c'était pas pour les week-ends et les vacances. Oui, bah, du coup, on va la faire, on va la finir, on va finir quelques détails et puis on va la faire un peu plus durable et elle va nous faire un peu plus longtemps. Ça, c'est génial. Alors, du coup, à ce moment-là, les enfants, tu les déscolarises? Comment? Ou ils avaient peut-être pas repris? Non, ils n'avaient pas repris. On a tellement apprécié le confinement et puis l'école à la maison qu'en fait, à la reprise de l'école en avril 2020, on a décidé de les garder avec nous et de faire la démarche auprès de l'éducation nationale australienne pour D'accord. les garder à la Et maison. du coup, vous aviez quand même gardé vos entreprises à ce moment-là? Comment vous avez fait? Bah, les entreprises, elles sont toujours là. Les entreprises, on les a toujours gardées. On les a juste restructurées en octobre-novembre pour pour travailler un peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'équipe, on n'a que des consultants, donc on n'a que des gens qu'on paye à la tâche ou à l'heure selon le travail qu'ils effectuent. Et puis on peut travailler maintenant. On s'est équipé nous pour pouvoir travailler de n'importe où. Et puis c'est tout. On a fait en sorte que tant qu'on a une connexion 4G, on peut travailler. Et puis surtout, on a de moins en moins besoin de travailler pour que le business. S'il y a bien une chose dont on est fier, c'est la manière dont le business est instauré depuis 5 ans et que du coup, au bout de 5 ans, le business peut rouler un peu de Vous lui-même. gardez en fait le même métier, mais sauf que vous avez complètement réaménagé votre manière de travailler et vous n'êtes plus dans productivité, vous êtes plutôt dans le réaménagement de manière à juste pouvoir subvenir à vos besoins financiers. C'est plus profit. Exact. Voilà, juste être là pour juste pour être là pour nos clients, continuer le business qu'on a fait depuis ces dernières années, continuer à être présent pour les clients, pour les fournisseurs. Et puis voilà, on avait un projet de recyclage en Australie des pneus qui a été mis en stand-by de toute façon par le gouvernement australien suite au Covid parce que c'était plus dans leur priorité et c'était plus dans leur budget. Donc pour l'instant, ça c'est en stand-by. Et puis voilà. Et puis on gagne moins de sous qu'on gagnait ces dernières années, ou on gagne l'équivalent ou un peu moins, mais en tout cas, on a énormément diminué nos dépenses. Oui, j'imagine que du coup, la maison de 300 mètres carrés qui est énergivore, c'est vrai que ça doit changer tout au tout, quoi. Oui, on a une caravane qu'on a l'habitude de dire qui nous a coûté moins de 10 000 parce qu'on l'a acheté 2500 et on a dû mettre 6 000 de rénovation. Et voilà, c'est une caravane qui nous appartient. Il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de prêt là-dessus. Et puis, on n'a plus de facture d'énergie. On n'a pas de loyer. Voilà. Aujourd'hui, nos dépenses, c'est l'essence et l'essence et la nourriture principalement, avec la facture internet, la facture téléphone, enfin quelques petits trucs comme ça. Mais nos deux gros pôles de dépenses sont l'essence et la nourriture. Donc rien par rapport à ce qu'on payait avant. Vous êtes sur les routes, c'est quoi votre objectif d'itinéraire? Est-ce que vous vous êtes mis justement un itinéraire ou est-ce que vous voguez un peu selon vos envies? Alors, ça nous a mis quelques semaines, on va dire 3 mois au début, on se disait: «On va partir 3 mois», puis après on va partir 6 mois et je pense qu'au bout de 3 mois, on s'est dit: «Stop, on se donne pas de date de fin. On partira tant qu'on partira». Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. On part et on profite au quotidien. Les 2 premiers mois, les 2-3 premiers mois, on a voyagé assez vite. On avait un peu cette FOMO de vouloir tout faire, tout voir et aller très vite.
Et puis en janvier-février, on a passé 2 mois en Tasmanie, donc sur une île. Donc ça nous a permis de vraiment ralentir et vraiment de profiter de l'endroit. Et depuis mars, on est en Australie du Sud. Et voilà, et ça fait 2 mois qu'on est en Australie du Sud. On a passé 2 mois sur les côtes sud de l'Australie. On a profité d'un été indien vraiment, vraiment sympa et de plages magnifiques, d'eau transparente, des dauphins tous les jours. On a nagé avec les phoques, avec les lions de mer pour l'anniversaire d'Adam au mois d'avril. On a eu des expériences incroyables depuis 2 mois ici. Et puis, on arrive là doucement en hiver, parce que ça sera l'hiver au 1er juin en Australie. Et du coup, on a décidé de quitter la côte. Et là, on est encore en Australie du Sud, mais on est en train de remonter au milieu, dans direction le nord, direction le désert. Donc là, on est dans le désert. Actuellement, on est dans le désert de l'Australie du Sud. Et d'ici quelques jours, je pense que là, d'ici la fin de la semaine, on va passer la frontière de ce qu'on appelle le Northern Territory, qui est le territoire du Nord et qui est vraiment le centre rouge de l'Australie. Donc dans quelques jours, on rentre vraiment dans le désert rouge. Et puis pour les mois à venir, on ne sait pas. On veut monter tout en haut dans le nord, ça va nous prendre un bon mois, 6-8 semaines. Et puis après, on a l'occasion de repartir sur l'est de l'Australie pour faire le Queensland, là d'où on vient, mais faire le nord qu'on connaît un peu moins. Et puis voilà. Puis si d'ici août-septembre on a envie de continuer, on ira direction l'ouest. Et puis au final, l'idéal, le rêve, ça serait de faire le tour. Ça serait au bout d'un an et demi, d'avoir fait le tour de l'Australie. Et puis c'est magique. C'est magique. L'Australie est tellement grand. Les Australiens, il y a énormément d'Australiens qui connaissent pas leur pays, qui n'ont jamais pris le temps de voyager dans leur pays. Ça change un peu avec le Covid, parce que vu qu'on n'a pas, les frontières internationales sont fermées, du coup, les gens commencent à se dire, je vais peut-être visiter mon pays. Mais du coup, c'est magique pour les enfants qui sont nés ici, de voyager, de voir tout ce pays. Là, dans le désert, on en apprend tous les jours sur l'histoire du pays, sur la rencontre avec la culture aborigène, qui sont le premier peuple australien. Mais pour les enfants, ça n'a pas de prix, quoi. Comment vous vous organisez dans une journée, en fait? Vous faites le matin l'école, l'après-midi le boulot, vous visitez, enfin, ça ressemble à quoi vos journées type? Alors, pour ceux qui ont écouté les derniers les podcasts dans lesquels on a participé il y a quelques semaines, on disait mais non, pas de journée type, on se laisse couler. Et non, on a changé parce que en fait, une petite routine, c'est quand même bien, c'est quand même utile pour tout le monde pour y trouver son rythme. Donc depuis quelques semaines, et ce qui marche plutôt bien, c'est que on a une vraie routine du matin qui consiste à se lever, les enfants déjeunent de leur côté, nous avec Guillaume on fait une séance de sport, ensuite nous on déjeune pendant que les enfants se préparent, s'habillent, se lavent les dents, font leur toilette et tout ça, et puis après pendant qu'on range la caravane, les enfants font l'école. On a essayé de faire l'école vraiment de temps en temps quand on en avait envie, sauf que je leur tombais un petit peu dessus en disant ok maintenant on n'a pas fait d'école depuis 2 semaines, donc go, vous me faites de l'école maintenant pendant 2 heures parce qu'il faut faire tout ça. Et ça marchait pas au final, et je l'ai brusqué alors que c'est évidemment ce que j'avais pas envie du tout. Donc du coup, on a trouvé ce rythme où ils font de l'école tous les matins, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 pages, 4 pages, 6 pages, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui choisissent la matière. Ils ont chacun un cahier très très complet avec tout le programme d'anglais et tout le programme de maths. Et puis voilà, et une fois qu'ils ont fini l'école, la journée commence où là, on peut partir soit sur la route pour rouler et changer d'endroit, ou là, on est dans une ville depuis 3 jours qu'on aime beaucoup au milieu du désert. Et du coup, chaque jour, aux alentours de 10 heures, on s'en va en découverte, on s'en va en visite, on s'en va en balade pour la journée. D'accord. C'est une chouette journée type, hein. Ou sinon, on essaye aussi depuis quelque temps de pas être non plus super actif et hyperactif en activité tous les jours. Et une journée comme aujourd'hui, on est resté au camp, à la caravane, juste pour les enfants ont joué avec les enfants qui sont autour des autres caravanes. Guillaume a fait des travaux sur la caravane. Moi, j'ai travaillé quelques heures tranquille. On aime aussi notre maison de 10 mètres carrés et on apprécie y rester dans la journée. Puis on se fait des fois rattraper par
le ménage, les lessives. Sauf que c'est tout petit et que ça dure pas très longtemps, donc c'est très bien. Oui, les contraintes deviennent tout de suite moins importantes et elles se règlent plus rapidement, quoi. Ces petites contraintes du quotidien. Puis tout devient moins important. Enfin, je veux dire, même les enfants, j'essaye de qu'ils tournent avec une ou deux tenues par semaine seulement. Bah voilà, pour pas non plus avoir à faire des lessives tout le temps. Je leur ai appris à laver leurs sous-vêtements sous la douche et à les faire sécher dans la journée pour voilà, pour éviter de se retrouver avec des lessives comme à une époque où on vivait dans une maison et qu'on faisait tourner une lessive tous les jours ou 3-4 lessives par semaine. Là, aujourd'hui, si je suis à une lessive toutes les 2-3 semaines, 3-4 semaines, voilà, histoire juste de laver les draps, de laver surtout le linge de lit et puis de laver les grosses pièces de fringues. Ouais. Donc ouais, tout est moins important. C'est un vrai retour au basique en fait, à vraiment profiter. On suit la météo, on profite de l'extérieur suivant la météo, et puis on apprend à découvrir ce qu'il y a autour de nous. Les enfants sont de moins en moins timides à aller discuter avec les gens, à aller apprendre des gens. Et voilà, c'est chouette. C'est une vraie belle expérience de famille. Ouais, c'est une belle expérience, ouais, de vie, de famille, c'est super. Et les enfants, comment ils ont géré cette transition de tout à, bon, pas rien, parce que c'est évidemment pas rien, et c'est la famille qui est ressoudée, etc. Mais les enfants ont un peu plus du mal à gérer ce côté matériel, se retrouver avec une petite maison, etc. Comment ça s'est passé cette transition et comment ils le gèrent, ce changement? Bah, les enfants sont incroyables, hein, de toute façon. Hein. S'il y en a bien qui sont capables de changer et sans trop se poser de questions, c'est bien eux. C'est nous, en tant qu'adultes, hein, qui nous posons trop de questions et qui avons perdu un peu cette facilité-là. D'un point de vue matériel, de toute façon, on était rentré dans un engrenage familial depuis 2018-2019, depuis qu'on avait eu notre prise de conscience écolo. On était déjà rentré dans cette nouvelle façon de consommer, à de moins en moins consommer, de moins en moins acheter, arrêter d'acheter neuf, apprendre à acheter d'occasion. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait ces dernières années. Donc ça fait juste s'amplifier au fur et à mesure des semaines et des mois. Et pour les enfants, c'est juste naturel. Les enfants, ce qu'ils adorent, c'est arriver dans une ville et trouver ce qu'on appelle ici les hop shops, qui sont les magasins d'occasion. Et ils adorent aller dans les magasins d'occasion parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se racheter des vêtements pour $2 par-ci et $3 par-là. Et mais je leur dis, vous prenez ce que vous voulez. Mais 4 t-shirts achetés, vous allez me chercher 4 t-shirts dans la caravane et vous venez les donner à la dame. Vous faites un échange parce que on n'a pas la place pour 4 t-shirts de plus. Et ça fait partie de leur vie aujourd'hui. Ils ont quasiment plus de jouets. On est parti avec beaucoup de jouets, puis au fur et à mesure des mois, on a beaucoup donné sur la route parce que ça prenait de la place. Et puis en fait, ils jouent pas. Ils ont gardé une boîte à Lego, ils ont gardé une boîte avec des petites voitures, et puis ils ont chacun un gros cahier de dessin et une grosse boîte de feutres et de crayons pour dessiner. Et ils ont leur vélo, leur trottinette. Mais voilà, ça se limite à ça. Il y a plus de jouets à gogo. Là, on est dans la ville. On est dans la capitale mondiale de l'opale. Donc là, leur jeu depuis 3 jours, c'est d'aller trouver toutes les roches, de me ramener là devant la caravane toutes les roches qu'ils trouvent et de taper avec le marteau de papa pour essayer de trouver de l'opale, donc cette pierre précieuse australienne. Et voilà, depuis 3 jours, ça les occupe et maintenant ils jouent avec. Ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Ils jouent avec des coquillages, ils jouent avec des bouts de bois, ils jouent avec ce qu'ils trouvent et ils ont une imagination qui n'a jamais autant débordé. Donc là, les enfants s'adaptent. On veut vraiment, le voyage apporte énormément à chacun d'entre nous et nous change énormément. Ça va faire 6 mois cette semaine qu'on est sur la route, donc ça nous change énormément. Mais je crois que le plus gros changement, ça a été de se rendre compte que en tant qu'adulte, on a perdu tout ça et qu'on est rentré dans un système, on a suivi en fait un système et on n'en veut pas à nos parents parce que c'est quelque chose qui est imposé depuis des générations. Mais on est rentré dans un système où l'adulte, perd son innocence, perd sa confiance en lui et rentre dans un système où il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut se marier, il faut acheter une maison, il faut acheter une voiture, il faut être propriétaire, quitte à se mettre un crédit sur le dos pendant 20 ans. Et
Et je trouve que quand on parle avec les gens qui nous entourent, notre famille ou nos amis en France ou même ici en Australie, bah, le point commun de tout le monde, c'est que tu arrives à 35 ou 40 ans et après on s'étonne que les gens font la crise de la quarantaine, parce que les gens mettent 40 ans à se dire c'est ça ma vie, et c'est ça que je veux et c'est ça qui me rend heureux. Et on trouve ça dommage de devoir attendre 40 ou 50 ans pour se poser la question et envoyer sa vie valser. Et ce qu'on veut vraiment apporter aux enfants là dans ce mode de vie, autant qui durera, c'est de dire aux enfants, vous avez des rêves, gardez-les. Vous avez des envies, gardez-les. Soyez capables de savoir ce qui vous rend heureux au fond de vous, mais surtout n'attendez pas des autres pour mettre les choses en place pour que vous soyez heureux. Non, comptez sur vous-même, euh, avancez, agissez, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confiance, n'ayez pas peur de prendre des risques pour que vous soyez heureux. Et peu importe, on s'en fout de ce que les gens y pensent, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que on est toujours là à se demander ce que les autres vont penser de nous, on est toujours là à se comparer la maison ou la voiture, et on essaie de leur apprendre on s'en fout de ce que les autres y pensent, on se compare pas au matériel, l'important c'est nous. Qu'est-ce qui est au fond de nous, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et j'espère vraiment qu'à l'âge qu'ils ont, on va réussir à leur inculquer ça pour qu'ils ne le perdent pas. Et j'espère qu'on en fera des ados ou des jeunes adultes droit dans leurs bottes, bien dans leurs baskets, heureux et qui foncez quoi. Vous avez le monde à vous, juste foncez. On est trop souvent enfermé dans un petit cercle dans lequel finalement on ne sort jamais et on peut garder. C'est pas un mal, mais tant que ça nous rend heureux, mais à partir du moment où ça nous rend pas heureux de rester dans ce même cercle professionnel ou de vie pendant des années, c'est à nous de prendre la décision d'en sortir. Hein. Peu importe ce qui nous rend heureux, nous, ce qui nous rend heureux aujourd'hui, ces dernières années, c'est s'éloigner du matérialisme, c'est s'éloigner de la surconsommation, c'est revenir à des choses complètement basiques, connaître notre planète, connaître notre terre, savoir ce qui nous entoure et puis être capable de profiter d'un point de vue minimaliste. Quoi, C'est un cadeau inestimable que vous leur offrez là, parce que c'est vrai que vous cassez tous ces schémas, tous ces carcans qu'on nous impose, et le fait de leur dire que oui, ils ont le choix, et quel que soit d'ailleurs le choix qu'ils feront, ils le feront en pleine conscience, c'est inestimable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit tous on vit dans nos rêves, et finalement, on n'ose pas casser justement ce schéma, on n'ose pas se lancer pour X ou Y raison. Mais le fait d'offrir ça à ses enfants, c'est juste incroyable. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, je trouve ça tellement incroyable. Enfin, je m'en rends compte, des fois, j'essaye de me projeter quand ils auront 20, 25 ans, 30 ans et qui seront là à devoir prendre des décisions que nous, on a prises depuis 13 ans, 14 ans qu'on est ensemble. Et j'essaye de me projeter en me disant, j'espère qu'ils passeront pas par l'état d'esprit par lequel nous, on est passé. Au final, on est heureux et on a fait ce qu'on a voulu, mais ça nous a demandé de l'effort, ça nous a demandé vraiment des périodes difficiles, ça nous a demandé énormément de concessions sur certaines choses. Et j'espère juste pour eux rendre ça plus fluide, que eux ce soit juste plus facile et plus normal et qu'ils aient moins d'obstacles, en tout cas qu'ils se mettent moins d'obstacles pour réaliser leurs rêves. Et j'espère que on est loin d'être parfait et on apprend tous les jours, surtout dans notre rôle de parents. Mais j'espère être un modèle pour eux de, voilà, papa, maman, qui étaient en France, qui sont partis en Australie, l'entrepreneuriat, la vie en caravane. J'espère qu'ils garderont ça en esprit comme un modèle et qu'ils sauront reproduire ça de la manière dont eux le souhaitent. Comment tu t'envisages ta vie de demain? Alors c'est un peu compliqué, vous êtes en plein voyage, mais si demain tu devais retourner dans une vie sédentaire, comment tu l'imagines en fait cette fin de voyage, s'il y en a une? Alors, Ouais. aujourd'hui, je l'imagine pas. Aujourd'hui, au bout de 6 mois de route, et Guillaume
serais d'accord avec moi, c'est certain. Aujourd'hui, on n'imagine pas la fin de ce voyage et en D'accord. tout cas, aujourd'hui, on n'imagine pas le retour à une vie sédentaire. Qui plus est, c'est qu'on on est parti il y a 6 mois pour un voyage familial, juste tous les 4. On avait complètement sous-estimé le nombre de familles qu'on allait rencontrer sur la route qui mènent ce mode de vie depuis moins longtemps ou plus longtemps que nous. On a rencontré des familles australiennes pour la plupart qui vivent sur la route depuis 3 ans en caravane. On est actuellement depuis une semaine, depuis 10 jours, on est ici avec une famille de Français qui ont eu à peu près le même parcours que nous, qui sont installés sur Sydney et qui ont tout lâché en février pour vivre en caravane. On s'est rencontrés via Instagram et aujourd'hui, ça fait 10 jours qu'on voyage ensemble. Et en fait, on avait complètement sous-estimé toutes ces familles qu'on allait rencontrer, et du coup, toutes ces discussions qu'on allait avoir avec des gens qui nous confortent juste dans ce qu'on est en train de faire, et en se disant, bah voilà, on est sorti d'une bulle pour entrer dans une autre bulle, enfin d'une communauté dans une autre communauté, mais cette communauté-là, elle nous convient, nous correspond beaucoup plus. Et voilà, s'il y a des gens qui sont capables de voyager déjà 3 ou 4 ans, bah pourquoi pas nous. Et donc du coup, oui, pour l'instant, on n'imagine pas. Pour l'instant, on s'imagine plus continuer à voyager et puis des fois on se pose la question. On est dans un pays quand même qui a géré de manière exceptionnelle et très particulière la crise du Covid. Donc le côté positif, c'est qu'il y a quasiment pas de Covid en Australie et qu'on vit normalement. Le côté négatif, c'est que les frontières sont fermées et risquent d'être pour encore assez longtemps. Donc pour l'instant, on se focus sur l'Australie et on voyage tant qu'on peut voyager en Australie. Et puis après, on verra la réouverture des frontières, mais on a plein d'envies du coup qui sont en train de naître dans nos esprits pour après l'Australie, il y a encore un paquet de pays, il y a encore un paquet de pays dans le monde. Et qu'est-ce que pour conclure cet épisode qui est bien riche, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents qui ont ce rêve de tout quitter, mais qui n'osent pas? Quels conseils tu pourrais leur donner pour les aider à prendre leurs décisions? Bah, juste de foncer. Parce que si c'est un rêve et si c'est quelque chose que vous voulez faire, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous partagez en couple ou en famille, faut foncer. Et personne va l'organiser pour vous et personne va le faire pour vous. Alors certes, ça va demander de l'organisation, ça va demander des prises de décision, des concessions, mais faut foncer. C'est la plus belle aventure qu'on ait menée depuis 9 ans qu'on est parents. C'est les 6 meilleurs mois qu'on ait menés d'un point de vue relation familiale. Donc rien que pour ça. Ouais, ça vaut le coup, quoi. Parce que les enfants, c'est vrai que on veut le mieux pour eux. Et qu'en est-il des contraintes? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? Bah, soyez prêts, puis gardez le sourire parce qu'il y en a plein. Hein. Parce que souvent sur Instagram, on nous demande oh là là, vous avez l'air positif, ça a l'air facile. Et souvent, je réponds aux gens dans les messages en disant oh, je vous promets, il faut que je prépare des nouvelles vidéos et des stories, il faut que je montre un peu plus le côté galère parce que oui, on garde le sourire, mais c'est pas toujours facile, quoi. En plus, on a fait le choix de voyager dans une vieille caravane de 86 qu'on a rénovée nous-mêmes et que Guillaume surtout a rénové. Et c'est quasiment la première fois de sa vie qu'il touchait des outils. Alors, il nous a créé un cocon magnifique qu'on adore. On adore la vibe de la caravane. Mais, bah voilà, il y a des choses qu'on n'avait jamais faites avant et on a appris sur le tas. Il y a pas mal d'erreurs. Puis on a une vieille caravane qu'on maltraite par moments sur les routes australiennes. Donc, on a énormément de réparations, on a énormément de casses. Là, Guillaume a passé la journée, on a l'arrière de la caravane qui s'ouvre. Donc, Guillaume a passé la journée à mettre des barres de fer et à fixer tout ça. Donc, faut juste se préparer à ce qu'il y ait des couacs, que les amis avec qui on voyage depuis 10 jours, ils ont eu un pépin de voiture et ils ont la voiture qui a été bloquée pendant 4 jours. C'était pas du tout prévu dans leur voyage, mais ça fait partie du voyage. Oui, Et c'est je ça. pense que peu importe le mode de voyage que vous choisissez, vieille caravane flambant neuve, un van, une tente de toit, il y a toujours des couacs. Et c'est normal parce que on vit des aventures au quotidien, donc du coup voilà, ça fait partie du lot. Mmh, mmh, mmh. Oui, Donc effectivement. faut juste y être préparé. Faut pas s'attendre à quelque chose de sans embûches. Non, des embûches, il y en aura toujours, mais ça fait C'est toujours partie partie de du jeu. l'aventure. Ouais, ouais. Bon, en même temps, quand on est chez soi aussi, dans le petit quotidien, on a aussi nos embûches qui sont
certes différentes, mais on en a aussi. Donc, on troque pour Voilà. d'autres embûches, on va dire. Non, faut juste savoir, pour ceux qui veulent voyager, c'est savoir comment vous voulez le faire et choisir le bon mode de voyage parce qu'il en existe énormément qui correspondent à chaque besoin, à chaque envie, chaque budget. Donc voilà, nous, si on nous avait dit il y a un an qu'on partait pour faire un tour de l'Australie, je suis sûre qu'on serait parti avec une caravane hors de prix et flambant neuf. Bon, la vie nous a amené cette vieille caravane sur notre route et aujourd'hui on en est ravis, quoi. On vit différemment dans cette petite caravane vintage et c'est très bien. On a tout ce qu'il faut, on a l'énergie, on a l'eau, on a tout ce qu'il nous faut. C'est le principal. Et l'amour. Et l'amour et les relations de famille, ouais. Et les liens que ça crée entre les deux frangins et les liens que ça crée entre nous quatre. Ouais, j'imagine que ça doit être... Les souvenirs. Complètement. Écoute, je te remercie beaucoup, Élodie, de m'avoir accordé du temps et de nous avoir partagé ton témoignage. C'était vraiment hyper intéressant. Merci infiniment. Eh ben, merci à toi de m'avoir donné la possibilité de partager tout ça et j'espère qu'on en aura inspiré plus d'un pour mener à bien leurs prochaines aventures ou réaliser leurs rêves. J'espère aussi. Merci infiniment et tu reviens quand tu veux pour nous parler du next step de votre voyage. Écoute, t'es la bienvenue. Au plaisir. Pour l'instant, direction le désert. Eh ben, on va suivre ça sur les réseaux assidûment. Merci, Émilie. Merci, Élodie. Ciao. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Et si le cœur vous en dit, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao.